Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes tous ensemble dans Ligne ouverte, le rendez-vous quotidien. On a avancé un peu l'horaire. On démarre à 11h30 à partir d'aujourd'hui et pour les jours suivants. Ici, que du vrai, que du vérifié, que de l'information valable, fiable et pas du tout de fake. Avec Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris Normandie. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain, bonjour Anthony. Avec Bonjour Anthony Quindroy qui ne dort pas beaucoup en ce moment. Bonjour Sylvain. Mais je n'en dis pas plus, non, mais parce que les petites filles à la maison qui se réveillent la nuit. C'est très étrange comme phrase, Sylvain. Bon, Anthony est papa et quelquefois, quand on est papa, les nuits sont quelquefois un peu difficiles. Voilà, vous le savez, on manie aussi dans ce rendez-vous quotidien un peu le clin d'œil, un peu d'humour par moment. Et d'ailleurs, je crois, d'après vos remarques et vos commentaires, que cela ne vous déplaît pas. Aujourd'hui, Thierry, vous titrez Les cliniques dans la bataille. Le numéro 9 de Ligne ouverte commence maintenant. Thierry, donc je reprends la une du jour de Paris-Normandie, les cliniques dans la bataille, et vous nous décodez ce titre qu'avec toute votre équipe de journalistes, vous avez choisi pour nous. Oui, c'est le pourquoi, le fameux pourquoi de Sylvain Richon. Oui, pourquoi le sujet. Eh bien, c'est une question que beaucoup d'internautes, beaucoup de lecteurs se posent. Tout le monde sait que l'hôpital public est très mobilisé depuis des semaines, qu'il y a un plan blanc qui a été déclenché et qu'il y a des services qui ont été mis en place, réquisition de certains lits, déprogrammation des opérations non urgentes. Et les gens se posent la question, mais pourquoi les cliniques privées? Il y en a beaucoup, notamment dans la région du Var, région d'Évreux, et à Rouen aussi, beaucoup de cliniques privées. Mais que font les cliniques privées pendant cette période-là? Et donc, justement, il faut le savoir, et donc on a fait le tour de toutes les cliniques. Les cliniques privées jouent le jeu aussi, effectivement, de mobilisation générale sur le plan sanitaire. Effectivement, elles aussi, elles ont déprogrammé des opérations non urgentes. Elles se préparent pour celles qui ont des capacités en réanimation d'accueillir des malades potentiellement atteints du Covid-19. Et ensuite, c'est ce qui est prévu aussi avec l'ARS, c'est-à-dire que des malades qui pourraient partir du CHU, par exemple de Rouen, et qui pourraient glisser vers les cliniques privées de l'agglomération de Rouen. Leur hospitalisation, exactement. En fait. Et même l'hôpital du Rouvray pourrait aussi être utilisé comme camp de retranchement pour certains malades qui ne nécessitent pas des moyens de réanimation. Une question, Thierry, est-ce que vous savez si on a des patients qui sont arrivés d'autres régions en Normandie? Il y a quelques patients qui sont arrivés d'Île-de-France, effectivement. Donc, il faut savoir actuellement en Normandie, il y a 416 places disponibles en réanimation. Habituellement, c'est plutôt 200 sur l'échelle de la Normandie, donc ça a été plus que doublé lors des dernières semaines. Et hier, le chiffre exact, je crois que c'était moins de 70 personnes qui étaient dans des lits de réanimation dans tous les établissements de santé de Normandie. Donc on est encore loin d'être saturé. Donc il n'y a pas de saturation, d'où la capacité d'accueillir des malades d'autres régions. D'ailleurs, aujourd'hui, Édouard Philippe a annoncé que d'autres malades du Grand Est vont être aussi répartis dans d'autres régions françaises, avec sûrement, pas l'inquiétude, mais l'obligation de réfléchir au niveau des ARS. Est-ce qu'on accueille beaucoup de patients, sachant que la vague va arriver? En Normandie, on annonce une vague aux alentours plutôt du 5 ou 6 avril. Donc, de faire attention, ne pas trop sûrement accueillir des patients de d'autres régions pour être en capacité d'accueillir les malades normands potentiellement à partir du 5 ou 6 avril. Alors, on est bien sûr, comme chaque jour, sur la page Facebook de Paris-Normandie, on est en direct avec un sommaire aujourd'hui que je vous donne. Préparez vos questions. Vous le savez, ce rendez-vous, je le répète suffisamment, on le fait ensemble. Préparez vos commentaires, préparez vos questions pour le docteur Burel, qui est notre médecin consultant, pour Serge Tisseron, qui sera avec nous à partir de midi. Serge Tisseron, qui intervient dans de très nombreux médias nationaux. Il est psychiatre à l'Université de Paris et il va tout nous dire sur la meilleure façon de vivre le confinement, notamment avec les enfants et en particulier avec la relation aux écrans, les smartphones, les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs. Comment faut-il faire? Que faut-il éviter? Préparez vos questions. Préparez vos questions aussi au maire de Rouen. Le maire de Rouen, Yvon Robert, président également de la métropole Rouen-Normandie, sera avec nous à partir de 12h15. Et puis, une avocate spécialisée en droit de la famille et droit du crédit. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a énormément de points juridiques qui nous touchent de près, en particulier pour les crédits. Eh bien, elle sera avec nous tout à l'heure. Ça sera Maître Kersual. Petite mention, parce que on nous a demandé hier, et c'est revenu à plusieurs fois, comment fait-on pour s'abonner à Paris-Normandie, puisque j'insistais sur le fait que voilà, ce partage de l'information, il ne peut se faire aussi que si vous adhérez à nos contenus, si aussi vous allez vous abonner sur le web, si vous achetez le journal. Eh bien, c'est très simple. Regardez, ça va apparaître sur votre écran, sur la page d'accueil du site Paris-Normandie
il y a en haut à droite un petit rectangle orange, on le voit très facilement. Ce petit rectangle, vous cliquez dessus et il vous amène sur la page spéciale qui vous présente toutes les formules d'abonnement. Il y en a plusieurs. Et il y a toujours cette formule de gratuité pendant 15 jours. Si vous faites cadeau à une personne, en particulier des personnes âgées, vos grands-parents, des aînés, des voisins qui ont du mal à se déplacer, vous leur offrez un abonnement papier à Paris-Normandie qu'ils trouveront dans leur boîte aux lettres chaque matin. Et vous gagnerez un abonnement complet à tous les contenus web de Paris-Normandie de 15 jours. Voilà, ça, il fallait que ce soit dit. Et on vous emmène en images. Ce sont les toutes premières images drones sur le confinement et en particulier à Rouen que je vous propose, puisque plusieurs médias tournaient les premières images drones hier après-midi dans les rues de la ville. Nous en étions regardés. Voilà, les premières images drones du confinement d'une ville, c'était à Rouen hier après-midi. Vous avez vu sur l'écran, figure en bas d'écran, une mention image réalisée par autorisation préfectorale. C'est très très important. On ne peut absolument pas tourner des images en zone urbaine si l'on n'a pas obtenu une autorisation préfectorale. Comme chaque jour avec Thierry Rabillet, eh bien, nous détaillons le contenu de l'édition du jour, qui titre, on le rappelait, on l'a vu tout à l'heure, les cliniques dans la bataille. Alors Thierry, on va voir apparaître le contenu à l'image. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui dans ce journal que j'aime qualifier de dossier quotidien ? Donc il y a des choses très pratiques avec bien sûr le formulaire avec les 4 attestations pour pouvoir circuler librement une fois par jour. On a aussi une page spéciale avec des Normands qui sont actuellement aux États-Unis, qui nous racontent comment ça se passe. Donc là, où on est sur les faits du jour, les faits marquants. Donc le dossier que je vous ai présenté tout à l'heure sur les cliniques privées, comment elles se sont organisées dans la région pour pouvoir donner un sérieux coup de main au public. On est avec les pharmacies qui sont prises d'assaut quasiment tous les jours avec des gens qui viennent chercher surtout des masques et du gel, sachant qu'il n'y en a quasiment plus. Ensuite, on est avec toutes les initiatives qui sont prises par les Normands, par vous, nous les lecteurs, les internautes, ceux qui nous regardez, pour donner un petit coup de main à ceux qui sont à côté de vous, les gens qui vont livrer des repas à domicile, par exemple. Là, nous avons décortiqué dans une page spéciale économie sociale les ordonnances qui ont été prises par le gouvernement, les 25 premières, afin de pouvoir appliquer cette loi d'urgence sanitaire. Nous avons un sujet aussi sur les prisons. Il y a 70 000 détenus actuellement, 5 000 à qui il reste entre 1 et 2 mois de peine à purger. Et donc les avocats se battent actuellement pour essayer de les faire libérer par anticipation. Donc tout le monde ne sortira pas. Donc là, les Normands qui sont aux États-Unis, d'autres qui sont encore coincés à l'étranger, en Asie. Donc il y a beaucoup encore de Normands. Une page spéciale histoire, on rappelle l'épidémie de la grippe de 1957 par un journaliste qui est passionné par l'histoire. L'histoire aussi d'un vrai qui est cinéaste, qui filme sa famille pendant le confinement. Et un petit clin d'œil pour garder le moral avec cette page, un petit peu, on vous donne un petit peu des moments pour vous échapper, pour vous distraire. Et là, on a une émission qui va passer sur C8. Je fais de la publicité pour une chaîne de télévision C8 qui est allée faire planter ses caméras au zoo de Cerza. Donc pour les petits qui sont à la maison, c'est du reportage animalier et c'est du pédagogique. Donc ils auront le droit, on autorise les enfants à regarder ce programme. On pourra en parler avec Serge Tisseron justement tout à l'heure. Voilà, sur le rôle des écrans. Je crois que Serge Tisseron est plutôt intéressant sur le sujet. C'est pas un ayatollah de l'écran. Il dit pas qu'il faut interdire absolument les mettre dans un placard, les mettre sous clé pendant cette période.
peuvent bien sûr utiliser les écrans, les enfants, mais sous certaines conditions, avec certains contenus. C'est surtout le contenu qui compte et pas surtout la durée ou le fait d'avoir un écran entre les mains. N'hésitez pas, nous sommes en direct, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous questionner. On peut apporter de très nombreuses réponses aux questions que vous posez. Et je le reprécise, c'est important pour de nombreuses personnes. En page, Thierry le rappelait tout à l'heure, en page 19 du journal d'aujourd'hui, comme chaque jour d'ailleurs, et comme d'ailleurs de nombreux titres de presse. Et donc c'est l'attestation mise à jour, c'est la dernière, celle qui est issue du décret du 23 mars. Donc celui-ci, il est valable, toutes les conditions sont réunies. Donc vous pouvez cocher la bonne case lors de votre sortie quotidienne. On insiste, c'est une sortie par jour, maximum 1 heure, et il faut qu'elle soit motivée. Alors, il se pose dans les problématiques médicales que l'on rencontre avec l'augmentation de l'intensité de la crise, il se pose un certain nombre de questions relatives aux approvisionnements d'un certain nombre de produits médicaux, notamment l'oxygène. Et on a souhaité faire un point avec Yvon Graïc, qui est en ligne avec nous. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, et les journalistes, ouais, nous sommes 3 sur le plateau. Et je rappelle que Yvon Graïc, vous êtes, entre autres choses, vous êtes le président de France Asso Santé Normandie. Et vous souhaitiez nous interpeller sur une question qui peut poser problème. On vous écoute. Donc, c'est le problème de l'oxygène, parce que on veut déjà, nous, au niveau... C'est une conclusion de remontée de toutes nos associations nationales et nous pensons que nous allons vers une pénurie d'oxygène. Pas tellement du produit lui-même, mais de sa distribution, car nous manquons de bombes à oxygène, nous manquons de tout ça. Je dirais que c'est pour les gens qui vont retourner à domicile. Voilà, là on ne parle pas de l'oxygène dans les hôpitaux, je pense. Non, mais on parle des gens qui vont retourner à domicile et qui devront être sous respirateur ou oxygène, et on va manquer de matériel. Et nous lançons donc un appel à tous les constructeurs, à tous les ingénieurs biomédicaux, pour que l'on puisse soigner les gens au moment du retour à domicile dans de bonnes conditions, qu'on ne se retrouve pas devant une pénurie comme pour les masques. Et peut-être donc, aussi s'agissant des EHPAD, Président Graïc. Bien sûr. EHPAD, je vous ai envoyé un communiqué de presse tout à l'heure, vous avez vu. Donc nous sommes très inquiets pour tout ce qui va être hospitalisation à domicile et EHPAD, pour tout ce qui concerne la réanimation et le matériel pour l'oxygène. Donc, Yvon Graïc, ce sont des problèmes que vous connaissez depuis longtemps ou qui surviennent avec cette crise ? Qui surviennent là avec la crise, parce que si vous voulez, il y a beaucoup de matériel, respirateur ou autre, qui ont été réquisitionnés pour les hôpitaux et qui ne vont plus être utilisables en ville. Donc, ne créons pas la pénurie en ville après avoir approvisionné les hôpitaux. Vous voyez ce que je veux dire, Donc, nous lançons là un appel pour qu'on évite cette pénurie. Et comment on peut l'éviter, cette pénurie ? Il faut mobiliser. Premièrement, il y a des usines qui sont actuellement... Il y a l'usine Luxfer dans le Puy-de-Dôme qui fabrique en obus, qui est fermée depuis quelques mois, qu'on peut rouvrir. Il y a des... Comment dirais-je ? Il faut mobiliser tout simplement, vous voyez, les clubs de plongée, elles ont plein de bouteilles d'oxygène ou autres. Donc on peut les réquisitionner. Il y a plein de choses à faire. Par exemple, une bouteille de plongée peut servir pour une personne qui a une insuffisance respiratoire. Bien sûr. Et ça peut servir combien de temps, une bouteille de plongée classique ? Je ne peux pas vous dire exactement, mais je veux dire que c'est le matériel qui compte. On pourra la re-remplir, vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. En fait, vous êtes à la recherche plus de contenants, finalement. Des obus. Il y a des obus qu'on appelle des obus de gaz, c'est ça. Donc, il faut des manos détendeurs, il faut des tubulures, il faut des masques. Et nous craignons qu'il y ait un manque, parce que tous les gens qui sont actuellement hospitalisés, beaucoup ressortent avec nécessité de réanimation sous oxygène. Il faut qu'ils gardent de l'oxygène chez eux. Donc, il faut qu'il y ait du matériel disponible, et notamment aussi dans les EHPAD, comme disait Sylvain Richon tout à l'heure. Donc, nous lançons cet appel. J'ai adressé ce communiqué à Mme Gardel, à M. Leveneur, qui est le président de l'URPS, et à M. Burel, que vous allez avoir tout à l'heure, je crois, en ligne. J'ai lancé cet appel-là à tout le monde
Et c'est un appel national. C'est un communiqué qui vient de France Assos Santé national. Yvon Graïc, question. Vous lancez cet appel, certes, mais d'où vous viennent précisément les infos? Comment avez-vous été dépositaire de cette information que l'oxygène pouvait risquer de manquer? Alors, vous savez que France Assos Santé regroupe 85 associations nationales de malades ou d'usagers. Et ce sont des remontées que nous avons eues concernant l'hospitalisation à domicile et qui risque de manquer de matériel. Ce sont nos associations qui nous ont fait remonter au niveau national toute cette crainte. Voilà, écoutez, grâce à vous, vous nous avez contacté il y a 1 heure à peu près, et on a pensé que c'était important effectivement de vous donner la parole sur ce point, parce que l'oxygène c'est absolument vital, on ne peut pas dire mieux. Je vous remercie et je pense qu'il y aura peut-être d'autres appels de France Assos Santé dans les jours qui viennent et je ne manquerai pas de vous appeler. Yvon Graïc, peut-être la semaine prochaine, on vous fera peut-être réintervenir parce que vous êtes également le président de la Ligue régionale 76 contre le cancer. Et là encore, vous avez certainement des choses à nous dire et peut-être pouvoir dialoguer aussi avec les internautes qui nous suivent régulièrement tous les jours en direct. Merci beaucoup. À bientôt. Comme vous dites, on est confiné, on est là. Oui, absolument. Vous êtes disponible. Très bien. Merci beaucoup. On accueille Thomas Dubois, qui vient de remplacer Thierry Rabier. Bonjour Sylvain, bonjour Anthony. Bureau. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Ça va Thomas. Thomas, pendant que vous étiez en train de vous installer, je jetais un coup d'œil à la une. On est en train d'appeler le docteur Burel, qui va pouvoir dialoguer avec vous, comme très souvent au cours de ces numéros de Ligne Ouverte. Et en haut à droite de la une, je voyais cette petite mention, Michel Hidalgo, l'ex-patron des Bleus, est décédé. Il y a toute une page, page 39, dans Paris-Normandie d'aujourd'hui. À 87 ans, Michel Hidalgo a disparu, l'homme qui avait emmené les Bleus à la victoire de l'Euro en 1984. Petite déception ou grosse déception, Anthony? Vous êtes sportif? Déception? Non, une tristesse, plus qu'une déception. Mais, déception qui nous est quitté. Oui, non, mais voilà. Après, il est décédé dans un contexte particulier, mais il n'est pas décédé du coronavirus. Non, encore faut-il le préciser. Voilà, faut le préciser, puisque je reprends le cas de Manu Dibango, qui lui est décédé malheureusement de cette maladie. Mais voilà, dans ce contexte particulier, je pense qu'il y a beaucoup de sportifs et de fans qui auraient bien voulu lui rendre un dernier hommage et qui vont en être privés. C'est forcément triste. Maintenant, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Non, mais je pense simplement, Anthony, tous les fans de foot et tous ceux qui ont vibré à l'époque de cet Euro 84, forcément. Surtout Thomas, grand fan de foot. Moi, j'ai passé pour mon papa. Voilà, quand Michel même. Hidalgo s'en est allé. Rappelons d'ailleurs qu'il n'est pas le seul, mais Michel Hidalgo était un aficionado de ce qu'on appelle le beau jeu, le beau geste sur les terrains. Il s'est beaucoup battu d'ailleurs, notamment avec le foot amateur, avec tous ces clubs qui font vivre les régions et qui encadrent les jeunes, qui apprennent à jouer au foot, pour justement que le jeu soit beau, propre et respectueux de l'adversaire. Voilà, c'était notre petit clin d'œil à Michel Hidalgo. On a le docteur Burel en ligne. Allô, docteur? On n'a pas le docteur Burel. Mais on peut revenir sur Michel Hidalgo. Il arrive. Le docteur Burel arrive. Question traditionnelle, Thomas Dubois dans le direct. Ligne ouverte de Paris-Normandie sur PNTV. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les dernières 24 heures à travers le contenu du journal et peut-être les articles aussi que vous avez écrits? On va peut-être en parler avec le docteur Burel, mais il y a un témoignage là qui est beaucoup repris depuis hier soir. On va ramener un peu de gravité, mais sur le témoignage de cette maman d'une adolescente de 16 ans qui est morte très brutalement à cause du Covid-19, qui nous rappelle que finalement, même si c'est peut-être une exception, c'est certainement une exception, mais que personne n'est à l'abri et que plus que jamais, il faut arrêter de rigoler, il faut vraiment respecter les règles. Alors ce témoignage il est très dur, il va être repris dans notre édition de Paris-Normandie demain. Il est assez violent, il est très dur, en même temps il est très fort et j'invite, même si c'est dur, beaucoup de personnes à en prendre connaissance. Alors c'est pas quelqu'un de la région, c'est pas en Normandie, mais voilà, ça a forcément parlé à beaucoup de monde et ça remet vraiment les idées en place. On peut peut-être d'ailleurs faire, Thomas, vous pouvez peut-être poser la première question au docteur Burel puisqu'il est en ligne. Bonjour docteur. Docteur. Bonjour. Oui, peut-être ça fait la liaison avec ce que vous disiez. Oui, Thomas. non, docteur Burel, oui, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on est en train de parler de ce témoignage de cette mère d'une adolescente de 16 ans qui est décédée très brutalement. Je disais que ça invite quand même ça remet un peu les idées en place, à vraiment prendre conscience du danger, même s'il s'agit probablement d'une exception. Et je ne sais pas si vous l'avez lu, ce témoignage. Oui, je l'ai lu. Enfin, pas le témoignage, mais j'ai lu le décès de cette jeune fille de 16 ans dans l'Essonne, je crois.
Oui, c'était en région parisienne. Oui, c'est ça. Et comment vous réagissez, docteur, par rapport à ça? Eh bien, on avait eu des petites alertes. J'ai lu un article il y a 2 jours qui disait qu'il fallait se méfier. On avait dit que les enfants n'étaient pas concernés, mais finalement, c'était pas si vrai. La preuve. Après, c'est peut-être un cas particulier. Oui. L'article auquel Thomas fait référence évoque une forme rare du coronavirus. Ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de Covid-19 ? Non, je dirais que c'est une forme rare de maladie, a priori jusqu'à présent. Enfin, j'ai entendu à un moment donné quelqu'un dire qu'il y aurait 2 formes, mais c'est pas pour l'instant, c'est pas démontré. D'accord. Non, par contre, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde peut l'attraper. J'ai même lu une étude qu'il fallait se méfier à tout âge, mais tout le monde peut l'attraper et les symptômes peuvent être gravissimes pour tout le monde. Exactement. Voilà. Alors, on est en direct et comme d'habitude, si vous nous suivez régulièrement, vous avez l'habitude de ces questions-réponses avec le docteur Burel. N'hésitez pas à questionner le docteur. Il est en ligne avec nous encore une toute petite dizaine de minutes. Docteur, outre ce fait que l'on vient de rappeler, qui a touché cette jeune fille de 16 ans, quels sont les faits nouveaux que vous pouvez avoir notés et que vous auriez porté à notre connaissance? C'est que jusqu'à présent, la Seine-Maritime n'était pas trop touchée. Le nombre de cas augmente très nettement. Les cas en ville, les cas hospitalisés, donc ça prend de l'importance. Donc de fait, l'effet nouveau, c'est qu'on se rend compte finalement que toute personne peut être touchée. Il faut être extrêmement prudent, vous l'avez rappelé, mais il faut vraiment appliquer au pied de la lettre toutes les consignes. Docteur, une question. Nous avons eu tout à l'heure le représentant de France Asso Santé qui évoquait le risque de pénurie autour de bouteilles d'oxygène. Est-ce que c'est quelque chose dont vous étiez informé, dont vous avez connaissance ? Je ne suis pas informé. Il faudrait demander à un médecin hospitalier. Je ne suis pas informé de ça. D'accord, mais en tout cas, il parlait plus pour les particuliers. Non, ça c'est pas quelque chose qui est revenu aux oreilles des médecins de ville. Non, pour l'instant, on n'a pas l'information. D'accord. Question, docteur Burel, s'agissant de la répartition hommes-femmes. On entend des chiffres qui nous laissent penser que les hommes seraient beaucoup plus touchés par le coronavirus que les femmes. Je vous laisse peut-être nous répondre et puis peut-être oser un pourcentage. Alors, j'ose rien du tout. Par contre, je peux vous donner des chiffres que j'ai lus hier. C'est que en Italie, 70% des décès seraient des hommes de plus de 70 ans. Ouais. Moi, le chiffre que j'avais, alors après, quelles sont les sources, est-ce qu'on y accorde du crédit ou pas, ça serait 80-20. 80% globalement les hommes touchés. C'est 80-70, comme de toute façon. On n'est pas loin. On ne comptabilise que les morts hospitalières. Les statistiques peuvent pas être à 5%. Pardon, Thomas. Est-ce que la situation italienne vous préoccupe? Est-ce qu'il faut tenir compte de ce qui se passe en Italie pour évaluer à peu près le risque aujourd'hui en France? Oui. De toute façon, il faut essayer de tirer le maximum de conclusions de ce que l'on voit autour de nous et de ce qui a été de ce que les scientifiques ailleurs ont pu nous dire. Donc de fait, c'est un élément d'information très important. Encore une fois, soyons prudents. On sait aussi qu'il y a plus de tabagisme chez l'homme âgé. Est-ce que ça a un lien? Enfin, il y a des tas de facteurs qu'on ne connaît pas, puisque même la jeune fille, je ne sais pas si elle a été fumeuse ou pas. Enfin, c'est des chiffres. On nous dit, bon, voilà, ils étaient malades ou ils n'étaient pas malades. Voilà, en gros, ce qu'on nous dit pour l'instant. Je reviens un instant sur ce que disait Sylvain concernant la part homme-femme. On a les chiffres aujourd'hui dans Paris-Normandie. On a 13 hommes et 7 femmes qui sont décédés depuis le début de l'épidémie en Normandie, à l'hôpital, avec un âge médian de 77 ans. Alors, on parlait tout à l'heure de la jeune fille qui est malheureusement décédée, mais il est vrai qu'en tout cas, en Normandie, pour l'instant, les victimes du coronavirus sont des personnes qui sont relativement âgées. Docteur Burel, vous disiez qu'on prenait en compte, on en a parlé hier, c'est des questions que nous font part les internautes, sur vous dites le nombre de morts. Pour l'instant, on comptabilise les décès en hôpitaux. On peut imaginer qu'effectivement, dans les EHPAD, il y ait un certain nombre de décès aujourd'hui qui ne soient pas pris en compte. Est-ce que vous essayez d'avoir d'autres chiffres en plus de... Vous savez, on a tous les mêmes. Aujourd'hui, c'est pas nous qui le disons, c'est l'État. L'État n'est en mesure de comptabiliser que les décès hospitaliers. D'accord. Voilà. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Donc, on sait que les chiffres sont de toute façon supérieurs à ceux annoncés, puisque on sait qu'il y a eu des décès en EHPAD et on sait qu'ils n'ont pas été comptabilisés. Il y a sans doute quelques décès à domicile aussi, mais voilà. D'accord. Il y a eu, docteur, ces dernières 24 heures, pas mal de
d'échanges un peu ubuesques autour de la chloroquine, avec l'autorisation partielle. Quelle est votre position sur ce médicament à ce jour ? D'abord, ma position, c'est qu'il faut réserver ce médicament qui n'est pas facile d'accès aux personnes qui en ont besoin de façon indispensable. Donc déjà, les patients qui sont traités pour des maladies que l'on sait répondant à la nivaquine, le plaquenil. Mais je parle vraiment dans le cas du Covid-19. Oui, mais attendez, je pense que pour l'instant, il faut le réserver déjà à ceux qui en ont absolument besoin parce qu'ils ont une maladie chronique dans laquelle on sait que le plaquenil fonctionne et pour lesquels ils ont ce traitement depuis un bout de temps. Or, ce qui se passe, c'est que il y a une pénurie de plaquenil parce que tout le monde va en utiliser et sans doute que des déclarations de scientifiques n'ont pas arrangé les choses. Voilà. Donc, alors maintenant, dans les hôpitaux, il y a des essais qui sont en train de faire de façon rigoureuse et scientifique, alors que les publications actuelles ne sont pas complètement rigoureuses. Et donc, si ça marche, tant mieux. Et si on peut l'appliquer aux gens qui en ont besoin dans les hôpitaux en réanimation, parfait. Mais pour l'instant, il faut absolument déjà que les gens chez lesquels on sait que ça marche et qui en ont besoin pour leur maladie chronique déjà ancienne, ils aient accès à ce produit-là. Et donc, ne nous jetons pas, ne nous jetons pas dessus, c'est d'accord, mais les paroles gouvernementales ont évolué depuis hier, puisqu'il y a vraisemblablement, vous parliez des études qui sont menées, mais en tout cas, le ministère aurait avancé la possibilité d'utiliser ce médicament dans des contextes bien particuliers, ce qui pour l'instant n'était pas autorisé. C'est ce que je vous dis, dans des contextes particuliers. Et donc il y a eu une évolution quand même de la parole ministérielle sur ce sujet. Ça vous inspire quoi cette évolution ? Alors que, comme vous le disiez... Personne n'a jamais dit qu'il y a des tas d'autres... Alors d'abord, il y a des tas d'autres substances qui sont testées, dont des antiviraux qui ont fait leurs preuves dans le HIV. Donc le plaquenil, la chloroquine, n'est pas un médicament antiviral, c'est un médicament qu'on connaît très très bien, et simplement en éprouvette, il limite la réplication des virus. Voilà. Maintenant, reste à savoir si ça marche in vivo. Jusqu'à présent, toutes les études, parce qu'encore une fois, c'est un vieux produit, ne l'ont pas démontré. Alors, peut-être que sur le Covid, ça marche différemment que sur les autres virus, mais pour l'instant, l'étude marseillaise a des biais qui font que ça n'a pas été prouvé. Moi, vous savez, en médecine, on a toujours envie des espoirs, mais il faut pas avoir des conséquences. Un traitement ne doit pas être pire que le mal, ça c'est sûr. Et deuxièmement, si ça marche, il faut réserver le plaquenil accessible aux patients qui en ont vraiment besoin. Docteur Burel, jusqu'à présent, vous sembliez nous indiquer que l'activité dans votre cabinet était encore, on va dire, raisonnable, plutôt calme, en tout cas par rapport au contexte. Est-ce que ça a bougé là ces derniers temps, justement ? Ça bouge un petit peu. Ouais. Disons que on peut dire qu'en début de semaine, l'activité dans les cabinets de ville était à peu près à 25, 30, 40% selon les cabinets. Là, on est plutôt à 50-60% de l'activité habituelle. Donc, est-ce qu'on est sur ce qu'on appelle depuis le début de la crise l'arrivée de la vague ? C'est pas impossible. En tout cas, oui, le nombre de cas recensés a été nettement augmenté en Seine-Maritime. Je disais ça en introduction, oui. Oui. Donc, restons prudents parce que le virus circule de plus en plus. Et donc, comme on l'a vu, ça peut toucher tous les âges et tout le monde peut être exposé. Puis, deuxièmement, le faisons pas circuler plus. C'est le but du confinement si on veut pas des catastrophes sanitaires. Je précise au passage que vous êtes à Rouen. Je ne sais pas si on l'avait dit déjà par le passé, mais votre cabinet est à Rouen. On peut le répéter. Dernière question, docteur Burel. Quand on sort et qu'on a coché la bonne case pour être autorisé à le faire, on voit quand même assez souvent dans les rues des personnes qui circulent, alors à pied, à vélo, avec un masque sur le nez. On peut rappeler que ça n'a pas grand intérêt de circuler seul. Le masque, on l'a dit à chaque fois qu'on s'est rencontrés, le masque a un intérêt, c'est de ne pas diffuser quand non, mais oui, mais quand on est, je dis bien, quand on est seul dans la rue à marcher ou à être en vélo. Non, mais si, j'en sais rien, si on est contrôlé, à ce moment-là, avoir le masque, c'est bien pour tout le monde. Voilà, mais en tout cas, le mettre à ce moment-là, bien évidemment. Voilà. Ok, on rappelle un certain nombre de conseils de bon sens. On devait vous libérer à midi, docteur. Eh bien, écoutez, c'est fait. Oui, nous avons une réunion Covid au téléphone. Il est midi. Merci à vous. Merci on espère vous retrouver la semaine prochaine. Oui. Si on a encore un petit peu de temps pour nous, je pense, oui.
Très bien. Merci, docteur. Merci, docteur. Bon week-end. Pendant que nous préparons le contact avec le psychiatre Serge Tisseron, qui devrait nous apporter beaucoup d'informations précieuses pour notre vie de confiné et surtout dans le cadre des familles et dans la relation aux écrans, eh bien regardez, on vous passe quelques images, on part sur le terrain et découvrir ce que fait une entreprise solidaire. Nous sommes modeleurs, maquettistes, prototypistes. Nos secteurs d'activité sont le ferroviaire, l'automobile, l'aéronautique. Et depuis l'annonce du gouvernement sur le confinement, on s'est retrouvé désarmés, dépourvus de savoir comment nous devions réagir. L'activité ne répondant plus. Mon épouse étant installée en tant que pharmacien, on a commencé à installer pour son équipe des écrans de protection entre le patient et l'équipe soignante. En fait, c'était en parallèle de l'activité, sans attente d'activité supplémentaire. Le fait qu'on ait proposé aux copains ce dispositif et que les personnes ayant vu aussi ces dispositifs, malheureusement, il y a une demande, il y a un besoin et en fait, le produit, sans savoir, le produit qu'on a fait, ne serait-ce que pour nous en personnel, est en train, je dirais, de répondre à des attentes de certains praticiens de santé ou de commerces, je dirais, de nécessité qui ont besoin de se sentir protégés par une barrière physique. Dimanche dernier, quand j'ai fait le prototype pour mon épouse, pour son équipe, j'étais loin de penser de faire de ce produit quelque chose qui allait être distribué. Vous faites autre chose, monsieur? Non, ce sera tout. Alors 2,30 €, s'il vous plaît. Il est venu me proposer ce service-là pour justement sécuriser mon personnel par rapport à la vente de pain tous les jours. C'est un très grand service et surtout ça sécurise mon personnel et vis-à-vis des clients. Ça met en confiance les personnes qui viennent dans notre magasin. Nous sommes en ligne maintenant, en direct, puisqu'il est un peu plus de midi, ce vendredi 27 mars, depuis le studio 107 de Paris-Normandie. Nous sommes en ligne, disais-je, avec Serge Tisseron. Bonjour Serge Tisseron. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas normand. Peut-être avez-vous un lien quelconque avec la Normandie? Où auriez-vous? Écoutez, non, j'ai pas cette chance, je vais vous dire. Vous n'êtes jamais venu à Deauville, par exemple? Ah ben si, un lien festif. Voilà. Bon, très bien. Merci. Alors oui, on est très heureux de vous avoir car vous êtes un spécialiste notamment, entre autres choses, vous êtes psychiatre de votre état et spécialiste notamment de nos relations, nous les humains, avec les écrans. Alors, à propos de cette période confinée, des familles, des parents, des enfants qui sont tous dans ces lieux là étroits que sont nos maisons, nos appartements, ça pose un certain nombre de questions et on est très heureux d'avoir l'occasion d'entendre vos conseils et puis de répondre aussi aux questions de celles et ceux qui nous suivent qui pourraient vous questionner. Thomas Dubois peut-être commence. Bonjour Serge Tisseron, pour commencer. Bonjour. Oui, les écrans qui pour le coup... pour commencer, actuellement sont un vrai outil parce que beaucoup d'enfants suivent des cours sur Internet à distance. On voit bien que les écrans là pour le coup sont un vrai secours. Du coup, d'où la difficulté après de gérer les autres temps d'écran. Comment vous voyez les choses à ce niveau-là finalement? Il y a l'écran utile et l'écran dont il ne faut pas trop abuser. Oui, alors effectivement, en fin d'année 2019, début 2020, il y a eu beaucoup de propos tenus sur les ondes à la télévision sur la dangerosité des écrans. Alors c'est vrai que les écrans présentent des dangers, mais les écrans présentent aussi de formidables avantages. Et vous savez, souvent, beaucoup de gens utilisent les écrans après leur journée de travail, ils sont fatigués, ils ont envie de se changer les idées. Bon, c'est tout à fait compréhensible. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est chacun chez soi. Les enfants, ils sont invités à travailler avec les écrans. Et puis comme on a du temps, on peut envisager une autre utilisation des écrans que les utilisations habituelles. Donc bien baliser les temps d'écran professionnels et les temps d'écran de loisirs, partager les temps d'écran de loisirs. Et puis parmi ces temps d'écran de loisirs, profiter de l'occasion pour découvrir peut-être des choses qu'on n'avait pas explorées, comme des visites de musées virtuels, des tutos pour faire diverses activités, des documentaires géographiques ou historiques, choses qu'on est trop fatigué en général après sa journée de travail pour envisager de regarder. Ça, c'est à partir d'un certain âge, Serge Tisseron, mais pour les enfants en bas âge, il y a un dogme, on va dire, sur le 3-6-9. Pour les enfants, justement, qui sont plus jeunes, et là, je vais poser une question
question qui est peut-être un peu perso, du coup, qui ne sont pas coutumiers des écrans. C'est pas le moment de leur mettre un écran devant les yeux. Avant 3 ans, il vaut mieux éviter les écrans. Alors, tout dépend de la situation des parents. Des parents qui sont confinés, mais qui ont l'obligation d'une activité professionnelle via leur écran. C'est vrai qu'ils sont peu disponibles pour leur enfant. Le mieux, c'est d'essayer de commencer à jouer avec son enfant quand on a un peu de temps. Et ensuite, on continue à le laisser jouer tout seul. Il y a un enfant auquel on montre un jeu, on partage un jeu pendant un quart d'heure, l'expérience montre qu'il peut continuer à y jouer un certain temps. Mais si on prend un jeu physique, vous parlez d'un jeu physique. Pardon ? Vous parlez d'un jeu physique, un jeu qui implique la motricité, oui, voilà, que ce soit les Playmobil, construire quelque chose, voilà, que ce soit organiser un petit espace sur le tapis avec des, je sais pas, une petite muraille et tout, ou jouer avec des peluches en leur faisant jouer un rôle. Quand un parent partage un jeu avec un enfant, l'enfant est beaucoup plus disposé à jouer seul. Donc, vous voyez, c'est un petit peu aujourd'hui le conseil que je donne aux parents, c'est que on est habitué à acheter des jouets à nos enfants, voilà, qu'ils ont inscrits sur une liste de souhaits, notamment à Noël, et puis on pense que parce qu'ils ont désiré ces jouets, ils vont s'en occuper tout seuls. Ben non, il faut partager un petit peu de temps avec eux pour qu'ils trouvent un intérêt bien plus grand, parce que une fois tout seuls, ils continuent dans leur imagination à jouer avec nous. Voilà, donc évitons les écrans et essayons aussi d'utiliser des comptines pour occuper nos enfants petits. Mais à partir de 3 ans, il existe des écrans distractifs qui sont plutôt bien faits, mais là aussi, il ne faut pas en abuser. 1 heure, 1 heure et demie par jour, voilà. Faire alterner les écrans, montrer des petits jeux vidéo qui peuvent être intéressants pour alterner une posture passive devant la télé ou plutôt utiliser un jeu vidéo. Voilà, il faut vraiment, c'est comme pour l'alimentation, il faut respecter les temps de repas, on ne grignote pas en dehors des repas, et bien de la même manière respecter des temps d'écran, et puis de la même manière qu'on a mieux mangé diversifié. Bon, en ce moment c'est un peu compliqué parce qu'on est confiné, mais en tout cas les écrans, eux, ils peuvent être très diversifiés, donc il faut en profiter. Serge Titteron, est-ce que vous êtes de nature optimiste et à considérer que finalement cette période exceptionnelle que nous sommes en train de vivre, elle est peut-être une chance, elle est de nature peut-être à pouvoir repenser les liens familiaux, les liens même sociétaux, mais familiaux déjà pour commencer? Oui, alors je suis plutôt pessimiste par nature, mais je suis optimiste par résolution. Mes études de psychiatrie m'ont montré que quand on est pessimiste, on voit tellement les choses de façon sombre qu'on n'a plus le courage de se mobiliser. Donc je me dis, soyons optimistes. Oui, alors voyons les choses en effet du meilleur côté, voilà, ce qui n'amène pas à ignorer qu'il y a des aspects problématiques. Vous savez, les aspects problématiques, c'est quand même, le plus problématique, c'est quand même l'extraordinaire disparité sociale des gens, quoi. Ceux qui vont à la campagne, ceux qui restent dans des villes, ceux qui ont un appartement grand, ceux qui ont un appartement minuscule, ceux qui ont l'accès à plusieurs postes Internet, ceux qui n'ont qu'un téléphone mobile pour gérer Internet pour toute la famille. Donc, extraordinaire disparité sociale. Bon, mais soyons optimistes quand même et mettons à profit ce temps chacun pour réfléchir qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, qu'est-ce qui l'est moins, voilà. Comment on peut apprendre à occuper notre temps différemment de ce qu'on l'occupe d'habitude, voilà. Réfléchissons à ce qu'on va faire après, parce qu'après, il n'est peut-être pas question de revenir à ce qu'on faisait avant. Regardez tous les gens qui découvrent le télétravail. Bon, mais c'est peut-être l'occasion de pouvoir revendiquer un peu plus de télétravail après la crise, parce que le télétravail, quand même, s'économise de temps de transport. Et le temps de transport, il est parfois colossal. Avant la fin de la crise, justement, quels pourraient être les effets d'un confinement, là je parle au psychiatre, d'un confinement long pour les personnes qui s'astreignent à une rigueur, ne pas sortir pour éviter la propagation, qui jouent vraiment le jeu d'un confinement quasi total? Alors, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Si vous étiez très déprimé avant le confinement, je pense que les conditions actuelles vont pas vous rendre joyeux. Mais ça dépend beaucoup des conditions matérielles. Hélas, les gens qui ont un bout de jardin,
ils vont pouvoir gérer les choses plus facilement que des gens qui sont en rez-de-chaussée sur une ruelle sombre, hein, et qui regardent le soleil sur la façade de l'immeuble d'en face de chez eux. Donc je pense que de toute façon c'est une épreuve pour tout le monde. Les gens qui sont tout seuls, c'est terrible parce qu'ils n'ont personne à qui parler, parce que les réseaux sociaux, au bout d'un moment, on s'aperçoit très vite que les propos sont assez stéréotypés. Les gens qui sont en couple, ils ne sont pas préparés à vivre ça en couple, hein. D'ailleurs, vous savez, beaucoup de couples connaissent des tensions, voire même des divorces lorsque les deux arrivent à l'âge de la retraite, lorsqu'ils sont obligés à vivre ensemble. Des gens ne sont pas préparés à vivre ensemble. Puis les familles, quand même, la gestion de la scolarité des enfants, c'est une charge inouïe, quoi, pour beaucoup de parents qui comprennent pas grand-chose aux mathématiques, à la physique, qu'ils sont censés faire étudier à leurs enfants. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Il y a un risque de dépression, il y a un risque de découragement, il y a un risque de fatigue, d'impuissance, parce qu'on a l'impression qu'on n'y peut rien. Mais je pense quand même aussi que sur Internet, on trouve beaucoup de manifestations d'humour, beaucoup de choses drôles, et puis beaucoup d'invitations à rejoindre des groupes collaboratifs, des groupes de soutien. Et ça, vous voyez, ça montre qu'il y a un vrai dynamisme social qui se met en route, et ça rend optimiste. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent on ne veut pas que ça redevienne après comme c'était avant, et ça me rend optimiste. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet justement en ce moment pour des conseils? Peut-être que c'est l'occasion là de donner un peu de, oui, je sais pas, si un lien Internet où on peut éventuellement. Oui, alors le mieux c'est d'aller. Alors il y a mon site sergetisseron.com, mais vous avez aussi 36912.org, l'association 36912 que j'ai fondée. Là vous pourrez trouver des conseils par rapport au confinement. Voilà. Et puis j'ai fondé aussi une plateforme pour des soignants qui sont confrontés à des patients en difficulté et qui veulent utiliser la téléconférence, la téléconsultation via Internet. Ça s'appelle Cyberpsycho. CO à la fin, cyber, C-Y-B-E-R, psycho, CO. Voilà, pour montrer que c'est un outil collaboratif. Bien, merci. Je précise aussi, Serge Tisseron, qu'on peut se procurer toujours votre livre qui s'appelle « Apprivoiser les écrans et grandir ». Voilà, les fameux 3-6-9-12, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Compliqué de se procurer en ce moment. Mais... Voilà. C'est pour les libraires d'ailleurs. Et puis, coronavirus, effectivement, le coronavirus impacte tous les secteurs, et notamment le secteur de l'édition, mais vous avez aussi un ouvrage qui était destiné à paraître prochainement. Absolument, qui paraîtra le 20 mai, merci de l'évoquer, et donc qui concerne une technologie qui est encore un peu balbutiante, mais qui va aller très très vite. Ce sont les machines parlantes. Beaucoup de gens ont déjà Siri sur leur téléphone, Cortana sur leur PC. Ces machines qui nous parlent vont prendre beaucoup d'importance. Si elles existaient maintenant, d'ailleurs je me demande bien l'usage qu'en feraient les gens. En tout cas, d'ici quelques années, il est probable qu'on aura chacun chez nous une machine qui nous parlera, comme on a aujourd'hui un ordinateur ou un smartphone. Voilà, donc c'est un livre un peu consacré à la question de savoir comment nous préparer au mieux à gérer ces machines, parce que beaucoup de gens ne se sont pas préparés à gérer leur smartphone. Hein. Des parents me disent, mais M. Tisseron, si vous nous aviez dit que confier un smartphone à un bébé, c'était dangereux, on ne l'aurait jamais fait. Mais je leur dis, on ne savait pas. Ou alors, si on savait, c'est vrai, on ne l'a pas dit assez fort. Et donc, du coup, j'essaye d'anticiper sur ces machines parlantes. Machines parlantes qui, moi, personnellement, me glacent un peu. Oui, on nous dit, Serge Tisseron, juste avant que vous ne partiez et que vous nous quittiez, il y a un internaute qui nous dit, est-ce que par le fait d'une trop grande période ou trop longue période de confinement, un syndrome de trop grande proximité pourrait apparaître entre les couples? Alors je relais, est-ce que je suis fidèle en régie? Oui, c'est ça, voilà. Un syndrome de proximité. Voilà, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Un syndrome de proximité, vous voulez dire une situation dans laquelle les deux personnes se trouveraient trop proches. Trop fusionnelles finalement. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. C'est une question qui nous est posée sur Internet. Ben oui, les gens qui sont seuls se sentent trop seuls, et les gens qui sont en couple risquent de se sentir envahis. Mais vous savez, c'est un problème général à l'être humain, c'est-à-dire que nous oscillons sans cesse entre l'inquiétude d'être abandonnés et l'inquiétude qu'on empiète sur notre territoire. Les adolescents sont très clairs là autour. Hein. Quand on leur pose quelques questions, ils disent « fiche-moi la paix », et quand on leur pose plus de questions, ils disent « tu t'intéresses plus à moi ». Donc on a tous un petit peu ce fond-là à l'intérieur de nous, et il faut essayer de le gérer au mieux. La question... Dans un couple, voilà, pour répondre précisément à la question, dans un couple, il faut absolument ménager un droit à la solitude.
un droit à des moments d'isolement. Ce droit est absolu, il doit être revendiqué. Si vous avez le droit de dire, pendant 2 heures, j'ai envie de ne pas être dérangé. Voilà, il faut absolument respecter ça. Donc là, on est 3 autour de la table à espérer que nos femmes sont en train d'écouter. Merci oui, pour vos conseils. D'ailleurs, Serge Tisseron, oui, j'entendais sur une radio ce matin une petite fille qui était interviewée et qui expliquait que dans le cadre d'un appartement d'assez petite taille, eh bien, avec le frère, la sœur, les parents, eh bien, ils avaient décidé de se donner des moments de solitude et de respecter le fait que l'un d'eux, à certains moments, peut être seul dans une pièce. Je trouve que c'est sans doute en correspondance avec ce que vous disiez. C'est exactement ça. Et vous savez, quand on n'a pas plusieurs pièces, quand on a un espace étroit, il y a un moyen qui est beaucoup utilisé, c'est qu'on se replie sur son téléphone mobile pour bien montrer qu'on ne va pas être dérangé. Mais il faut revendiquer le droit à ne se replier sur rien que sur soi-même, rester assis, tranquille ou accroupi sur le canapé et qu'on ne nous dérange pas. Ou prendre un livre, voilà, et qu'on ne me dérange pas. Il faut réclamer ce droit. Aujourd'hui, ceux qui ont un téléphone mobile à la main et qui sont penchés dessus, leur temps de mise à l'écart du groupe est accepté. Mais il faut de la même manière qu'on accepte qu'on n'ait pas besoin de téléphone mobile pour se mettre à l'écart du groupe, un livre ou rien du tout, mais on dit voilà, j'ai envie d'être tranquille. Merci beaucoup Serge Tisseron d'avoir accepté de passer ce moment de mi-journée avec nous alors que tant de questions se posent qu'on ne se serait peut-être pas posé s'il n'y avait pas eu ces obligations de confinement. Mais ça sera amené à faire réfléchir bien des personnes parmi nous, effectivement, sur ces relations entre nous et avec les écrans. Merci, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. On va passer à un tout autre sujet avant d'être en ligne, en direct avec Yvon Robert, maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie. Vous vous demandez peut-être comment est fabriqué ce journal qui continue à paraître malgré toutes les difficultés qui pèsent sur lui pour vous l'acheminer chaque jour à bon port dans vos boîtes aux lettres. Eh bien, c'est la nuit. Martin Torrent est allé hier soir prendre des images pour vous montrer comment ça se passe en coulisses. Bonjour, ou plutôt bonsoir. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre des imprimeurs de Paris-Normandie, situés à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ils impriment en général 70 000 exemplaires du journal. Nous allons voir comment ils font tout ça en une nuit. On imprime tous les jours exceptionnellement là parce qu'il y a le cas du coronavirus, mais autrement tous les jours on imprime 7 éditions. Là bon, le coronavirus, ça fait que depuis lundi qu'il y a ce problème-là, on tire à peu près les mêmes exemplaires. Là ce soir on fait une édition, on fait ça depuis lundi et on tire à peu près 47 000 exemplaires. C'est un tirage un peu moins important que d'habitude parce qu'il y a des points de vente qui sont fermés. Il y a quelques boulangeries qu'on a appris qui fermaient. Mais pour l'instant, on tire à peu près le même tirage malgré qu'on a regroupé les éditions. Dans l'entreprise, on a appris qu'il y avait des gens qui étaient en chômage partiel, d'autres faisaient du télétravail. Nous, à l'impression, on ne peut pas faire du télétravail. Et l'effectif il n'est pas restreint, tout le monde vient travailler. Pour ce qui est de la sécurité, on nous a donné des gels hydroalcooliques. Non, on n'a pas de masque, on essaie de garder une distance de sécurité minimum d'1 mètre. C'est pas toujours facile, mais on essaie de le faire. Quand on arrive, on ne se serre plus la main, on fait quand même attention, on se passe les mains au gel hydroalcoolique, on y fait quand même attention. Si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, vous êtes en direct. Nous sommes ensemble dans Ligne Ouverte, ce live, ce direct, tous les jours que nous vous proposons du lundi au vendredi depuis le studio 107 de Paris-Normandie à Rouen. Les images que vous venez de voir, si vous n'étiez pas là quand on les a lancées, eh bien, ce sont les coulisses de Paris-Normandie. C'est dans cette imprimerie que vous venez de voir que chaque nuit sont imprimés tous ces journaux qui arrivent à bon port le matin dans les boîtes aux lettres de tous les abonnés que vous êtes. On peut les saluer d'ailleurs. Et on peut les saluer. On peut les saluer. Anthony a tout à fait raison.
raison, ils font un travail qui est difficile en période normale, mais là, encore plus difficile. Et puis qui est primordial, puisque sans eux, pas de canard papier. Donc... Et on vous montrera des images la semaine prochaine aussi, qui concernent les porteurs. Les porteurs, qui sont-ils? Eh bien, ce sont ces personnes qui, en pleine nuit, après que le journal soit sorti des presses, vers 2h du matin, eh bien, vont aller sillonner les ruelles et les rues de nos territoires pour mettre dans vos boîtes aux lettres ce journal que vous trouverez le matin lorsque vous vous levez. Juste une petite parenthèse sur les porteurs qui reçoivent plein de petits messages de lecteurs, d'abonnés, voilà, qui les remercient pour le travail effectué. Donc, merci pour eux. Voilà, merci, un grand merci à eux. Vraiment, voilà, vous mettre du baume au cœur. Vous vivrez leur vie en images la semaine prochaine. Et on est avec Yvon Robert. Yvon Robert, maire de Rouen, président de la métropole Rouen-Normandie. Bonjour, monsieur le maire, monsieur le président. Bonjour à vous. Voilà, Bonjour. donc régulièrement, Yvon Robert, vous voyez, vous êtes l'élu du jour. Eh bien, nous cheminons dans les différentes villes rurales, urbaines de nos territoires régionaux pour justement nous entretenir des questions très concrètes, des problématiques très pragmatiques de la relation de l'élu à son territoire. Alors, Yvon Robert, bonjour. Anthony Quindroy. Oui, vous êtes l'élu du jour, mais normalement, vous ne devriez pas finalement, puisque vous aviez décidé de ne pas vous représenter. Finalement, votre mandat a été prolongé. Mon mandat, il allait normalement jusqu'à demain à la mairie de Rouen et jusqu'au 6 avril à la métropole. Mais qu'est-ce que vous voulez, une situation exceptionnelle entraîne des contraintes exceptionnelles et donc j'ai accepté de faire face parce que la situation l'exige. Comment ça se passe d'ailleurs quand on est élu comme ça et qu'on se retrouve face à une situation de ce type? Déjà, est-ce que des textes le prévoient d'habitude d'être obligé de prolonger son mandat comme c'est votre cas? C'est la première fois que ça arrive au dernier moment parce que en 1995 les mandats avaient été prolongés, les mandats municipaux jusqu'au mois de juin à cause des élections présidentielles, mais c'était prévu 1 an à l'avance. Là, voilà, c'est au dernier moment. Écoutez, il se trouve que moi je m'étais dit j'attends pour faire quoi que ce soit que je sois effectivement libre. Et donc, en fait, je n'avais absolument rien prévu pour ces premiers mois de liberté. Alors, Yvon Robert, Yvon Robert, la mairie de Rouen, la métropole sont des grosses machines qu'il faut continuer à faire tourner malgré la situation. Absolument, indispensable. Comment ça se passe? Comment vous pouvez nous résumer peut-être l'organisation? Voilà, dès le premier jour de la décision de confinement général, donc le confinement, ça suppose que tous ceux qui peuvent rester chez eux restent chez eux. Il y avait les gardes d'enfants, il y avait aussi les possibilités de télétravail. Mais à côté de ce confinement général, il y a la nécessité absolue de gérer un certain nombre de grands services publics, je veux dire des services publics très concrets, très simples. Je commencerai par un qui est visible par tous les habitants tous les jours, tous les matins, tous les matins dans le cadre des tournées, c'est le ramassage des déchets. Et c'est absolument vital. Et donc tous les jours, les ramasseurs, tous ceux qui ramassent les déchets, les camions de ramassage des poubelles partent des différents centres de la métropole et le font très, très efficacement. Et je pense que c'est essentiel. Ils travaillent exactement comme d'habitude. Ils ramassent, les tournées n'ont pas changé. Et il y a quelques absences pour des raisons justifiées. Voilà, monsieur le maire, un certain nombre de services, vous venez de le préciser, continuent. Voilà. Donc, alors, il y a les déchets, il y a bien entendu... si je peux me permettre, oui, parce que là, effectivement, on essaie de répondre le plus directement possible aux internautes qui interviennent. C'est un peu la règle du jeu dans ce format. Et notamment, l'enseignement continue. C'est pas vous qui allez le regretter, puisque ça a fait partie de vos expériences professionnelles passées. Il faut s'entendre. Et alors donc, attendez, je me permets, juste coucou à une internaute qui nous rejoint, qui nous dit coucou à toute l'équipe. J'arrive juste à l'issue de ma classe virtuelle. Voilà. Oui. Vous parlez, Yvon Robert, justement du ramassage des déchets. Oui. En fait, est-ce qu'il y a des mesures particulières en termes de santé qui sont prises pour ces personnes là, je crois que c'est une compétence de la métropole. Oui, de la métropole, on leur demande les mêmes gestes barrières et notamment il y a une mesure, c'est qu'il ne soit que deux dans le véhicule de conduite et qu'il y ait, quand il y a besoin d'un troisième pour faire le véhicule, il suit en voiture. Mais au niveau des ramassages, par exemple, est-ce qu'il y a des gants spécifiques? Ils ont toujours, ça c'est les mesures sanitaires traditionnelles, indispensables, c'est en permanence. Voilà.
Oui, donc ça répond à la question que nous pose un internaute, monsieur le maire. Quelles précautions sont prises pour les éboueurs? Ont-ils des masques et des gants? Voilà, traditionnellement, ils sont déjà équipés. Certains me demandent des masques, mais comme vous le savez, parce que c'est un problème absolument national, sur lequel je ne m'étendrai pas, puisque tous les jours on en parle, il n'y a pas de masque aujourd'hui pour des services comme celui-là. Certaines de crèches aussi de la ville de Rouen ont été mises à disposition, c'est ça? Là, les crèches et les écoles ont été mises, 6 écoles et une crèche ont été mises à la disposition avec des personnels éducation nationale et des personnels ville pour les enfants des soignants. Et ça, c'est depuis le premier jour, avec même un service le week-end si nécessaire. Il y a une cinquantaine d'enfants de soignants qui suivent en fonction des besoins ce service qui est assuré et qui a été mis en place immédiatement. Et à l'inverse, on imagine que vous êtes attentif à la situation des aînés aujourd'hui. Alors ça, c'est aussi une préoccupation très importante pour la ville, puisque nous avons un EHPAD qui est un EHPAD municipal dans lequel nous avons pris les mêmes mesures que partout ailleurs, c'est-à-dire c'est de l'accès tout ouvert à personne, même malheureusement même pas aux familles, mais ça c'est une mesure nationale, et l'ensemble des personnes âgées mangent dans leur chambre, et là nous avons fait un appel à du personnel supplémentaire de la ville, en particulier des personnes des crèches. Il y a 7 personnes supplémentaires qui venaient des crèches qui ne sont pas, qui n'avaient pas de travail dans les crèches et qui sont venus aider à partir d'un appel aux volontaires. Et vous avez eu beaucoup de volontaires pour cette mission? Oui, il y en avait nettement plus que les 7 dont nous avions besoin. Une trentaine de personnes étaient disponibles, 30 ou 40 étaient disponibles si nécessaire. D'un point de vue vraiment pratico-pratique, on a eu plusieurs fois la question cette semaine pour d'autres communes, mais par exemple à Rouen, quelqu'un qui a besoin de refaire ses papiers en ce moment, est-ce qu'il peut se déplacer en mairie? Alors il y a un service, il y a une permanence qui est assurée à la mairie de Rouen, à l'hôtel de ville centrale, place du Général de Gaulle, avec un accueil pour les besoins indispensable. Et le système de prestation en ligne fonctionne aussi, je veux dire, de telle façon que tous ceux qui auraient besoin de quelque chose, mais il faut qu'il y ait des besoins absolument indispensables, je suis sûr. Enfin, les prestations en ligne fonctionnent. À la mairie, c'est pour tout ce qui est inévitable, qui sont les déclarations de naissance et de décès et les inhumations. Un petit mot peut-être, mais bon, on se doute de la réponse sur l'action des marchés, forcément. On pense au marché de la place Saint-Marc. Si vous voulez, le marché, alors, sur ce sujet, personnellement, je veux dire, l'analyse que j'avais faite, c'est que les marchés pouvaient continuer à fonctionner dans le cadre de règles très strictes que nous avions prises la semaine dernière. Mais les marchés il y a une décision nationale qui a été prise avec des dérogations pour les maires qui le demanderaient, mais avec des motifs. Et le motif de ces demandes, c'était notamment s'il n'y a pas de système autour. Alors, sur ce point-là, moi, je considère que les marchés n'auraient pas dû fermer, mais lorsqu'on est devant une épidémie de cette nature qui touche l'ensemble de la France, il y a absolument besoin qu'il y ait des décisions qui sont nationales, qui sont prises partout et qui doivent s'appliquer partout. Car si chacun commence à discuter, quoi qu'il en pense, toutes les décisions qui pourraient être prises par le gouvernement, il n'y a pas moyen de faire face à de telles situations. Donc pour l'instant, les marchés sont fermés. Peut-être que, je veux dire, après les échanges entre l'ensemble des élus qui sont en liaison entre eux et avec le gouvernement, des modifications pourraient être apportées. Ce que vous dites, c'est qu'il faut les fermer sans dérogation possible, pas faire d'exception, c'est ça? Je veux dire, moi je considère qu'il ne faut pas multiplier les dérogations, sinon plus personne n'y comprend rien. Ou bien les marchés sont dangereux sur le plan de la santé et il faut les fermer, ou bien on peut les organiser et on aurait pu les laisser ouverts. D'autant que les marchés, c'est des produits locaux, c'est des produits frais, et que dans une telle situation, des produits locaux et des produits frais, c'était extrêmement utile. Donc je pense qu'on n'aurait pas dû les fermer, mais je pense aussi que quand une décision nationale est prise, on commence par l'appliquer, quitte à la discuter. Ensuite, je veux dire, notamment, nous en parlons entre élus, nous avons des réunions d'élus à la fois locales et d'élus des grandes villes nationales, enfin des réunions téléphoniques, je veux dire, il n'y a plus aucune réunion qui ne soit pas téléphonique, mais on continue à échanger là-dessus. Monsieur le maire, quelqu'un sur les réseaux nous dit avoir vu ici ou là des personnes jeter des masques et des gants, et qu'il serait bon peut-être de sensibiliser nos concitoyens à ne pas le faire. Est-ce que, parce qu'effectivement, ces gants et ces masques qui sont jetés peut-être un peu n'importe comment peuvent présenter de la contamination dans certains cas. Vous avez été confronté à ce genre de choses ou c'est quelque chose? Non, je n'ai pas été confronté
ce genre de choses. En même temps, moi, j'écoute aussi l'ensemble des informations régulières telles qu'elles sont diffusées sur les chaînes nationales. Et je veux dire, le virus ne dure pas très longtemps sur des matériels comme cela. Mais tous les matériels médicaux, de toute nature, il faut être extrêmement attentif pour les jeter. On ne jette pas, quel que soit le matériel, les seringues, aussi bien que des gants, tout ce qui a servi à la santé et qui est donc susceptible d'être contaminé, doit être jeté de façon extrêmement consciencieuse et surtout pas n'importe comment. Il est d'ailleurs conseillé pour les mouchoirs en papier, pour absolument, les gants, etc., absolument. de les mettre dans un sac plastique à Mais, part. je veux dire, c'est absolument nécessaire. Ça, peut-être que c'est un point qu'on ne répète pas suffisamment dans les messages qui nous sont quotidiennement rappelés en matière sanitaire. Et ben on va le rappeler sur ce plateau. Dernière chose, monsieur le maire, pour conclure, avant de vous laisser poursuivre votre journée, pour conclure, donc, quel message vous souhaiteriez transmettre aux habitants de Rouen et puis aux habitants des 71 communes qui constituent la métropole? Je veux dire, moi je remercie tous ceux qui concourent à faire que la ville et la métropole continuent à fonctionner, c'est parce que la santé d'un côté, la chaîne alimentaire et tout ce qui concerne la propreté, qui est une exigence sanitaire, tout ça fonctionne, que les uns et les autres, nous pouvons être dans une situation relativement apaisée. Et par ailleurs, je pense qu'il faut vraiment, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, auquel nous n'avions jamais été confrontés, je pense qu'il faut vraiment respecter les consignes qui sont données et des consignes élémentaires. Et ces consignes élémentaires sont vraiment indispensables par rapport aux personnes, notamment les plus vulnérables, et les plus vulnérables pour de multiples causes, personnes âgées, personnes en précarité, et la ville, excusez-moi, comme la métropole, suit attentivement aussi personnes âgées comme les personnes les plus précaires. Yvon Robert, juste une dernière question qui me vient à l'esprit, mais est-ce que votre pouvoir de police de maire, aujourd'hui, peut-être vous autorise, est-ce que vous avez l'intention peut-être de la possibilité de restreindre, je pense notamment au quai, je sais qu'il y a beaucoup de témoignages qui nous parviennent de gens qui sont un peu choqués de voir des gens continuer à faire leur footing régulièrement sur les quais de Seine. Est-ce qu'on peut limiter aujourd'hui les accès à certains lieux? Je veux dire, si nécessaire, on le fera. Mais les quais de Seine, c'est un espace qui relèverait d'une décision conjointe de l'État et de la ville et de la métropole. Mais à la date d'aujourd'hui, le préfet n'a pas considéré, la direction de la police nationale n'a pas direction que c'était nécessaire. Alors je comprends qu'on puisse être choqué, mais il se trouve que le bureau de la métropole sont face au quai. Je veux dire, il y a des gens, effectivement, là, à la minute où je vous parle, sur les quais de la rive droite, je vois très exactement, sur à peu près 1 kilomètre de quai, il y a 4 à 5 personnes. C'est de cet ordre-là. Et comme il est autorisé, par ailleurs, de sortir à 500 mètres de chez soi, il y a beaucoup de monde qui habite à 500 mètres des quais. Alors, se promener sur les quais ou se promener sur le boulevard ou sur la rue qui est à 50 mètres ne me semble pas choquant. Depuis toute cette période, depuis 15 jours qu'on est confiné maintenant et où moi, pour assurer les services, je suis tous les jours à au moins la moitié de la journée à la métropole. Je n'ai jamais été confronté à une vision qui me semblerait scandaleuse. D'accord. Merci beaucoup, Yvon Robert, d'avoir passé ce moment de partage avec nous et puis avec les internautes qui nous suivent. À votre disposition, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Voilà, au revoir. Bonne journée. Messieurs, pendant qu'on établit le contact avec notre homme du web, Frédéric Borghino, qui va suivre... Est-ce que vous ne pensez pas que cette crise du coronavirus remet un peu le maire dans les feux du projecteur ou en tout cas au contact d'un vrai job de proximité? Pourquoi je dis ça? Parce que juste avant les municipales, avant le premier tour, combien de maires qui jetaient l'éponge d'ailleurs nous disaient vous savez, le maire n'a plus beaucoup de pouvoir, le maire, on se demande quelquefois à quoi il sert. Est-ce que ça ne serait pas une occasion qu'on vivrait de voir le maire reprendre un peu du poil de la bête, si je puis dire? Je suis pas certain. Le maire a toujours été l'élu préféré des Français. Je suis pas certain que ce soit le moment de le remettre en lumière. Je pense que avec les pouvoirs qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, qui sont quand même aussi bien pris par la préfecture, finalement, on le voyait par exemple sur la question des quais à l'instant, il y a des décisions qui n'émanent pas forcément uniquement de la mairie, quelle que soit la taille de la ville. Donc je suis pas certain que ce soit... J'évoquais le blues des maires qu'on a pu constater ces derniers temps. Mais parce que nombre de compétences passent aux établissements publics intercommunaux. Oui, et puis il était lié à un sentiment de mépris de la part
Paris, du pouvoir centralisateur, ce qui avait aussi un peu expliqué, conduit au grand débat d'Emmanuel Macron qui s'était déplacé justement à la rencontre des petits élus. Il y avait aussi la question de l'incivilité des maires. Beaucoup de maires commençaient à trouver que c'est vrai que la population aujourd'hui était de plus en plus incivique à leur égard. Peut-être qu'effectivement là, le fait, on va se rendre compte à quel point aujourd'hui il joue un rôle essentiel. Peut-être que ça, à ce niveau-là, ça va, on l'espère en tout cas, calmer un peu le jeu. On est avec Frédéric Borghino, l'homme du web. Hello Frédéric. Hello. Salut, alors, comme on le pose cette question traditionnellement chaque jour, comment vibre le web, comment il bruisse, on aime avoir votre avis à vous qui auscultez tout ça et qui participez aussi à l'information qui est diffusée sur le web. Ah bah oui, et vous aussi, parce que je vous rappelle que vous êtes sur le web. Ah aussi, bah oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier, en fait, il y a une jolie histoire. On a reçu un petit message à l'agence locale de Paris-Normandie de Louviers. Je crois que vous avez les images, on peut peut-être l'écouter dans un premier temps. Et je voulais, à mon âge, 78 ans, vous remercier tout le monde qui s'occupe pour nous faire parvenir le journal le matin, que ce soit les rédacteurs, les journalistes ou quoi que ce soit, qui ne nous laissent pas tomber. Et merci, je n'ai pas de mots pour vous dire merci à tous. Alors justement, ça fait écho tout à fait, Frédéric, au sujet qu'on passait tout à l'heure sur la manière dont était fabriqué le journal. Et puis on parlait aussi des porteurs. Mais cette dame aussi remercie bien évidemment tous ceux qui fabriquent le journal au niveau du contenu, que sont les journalistes. Et on la salue. C'est Audrey Clier qui a reçu le message. Elle était très émue. Oui. Tout à fait. Elle était très émue, Audrey Clier, effectivement. Mais surtout, en fait, cette personne a envoyé ce message. Elle a fait un appel masqué. Du coup, on n'a pas son numéro de téléphone. On recherche activement parce qu'on voudrait bien la remercier. Alors apparemment, elle vient de Louviers, mais elle habite à Saint-Romain-de-Condebosc, près du Havre. Elle a 78 ans. Elle a laissé son nom, mais on l'entend pas bien. C'est peut-être Madame Glinel ou quelque chose comme ça. Donc si quelqu'un la reconnaît, reconnaît sa voix, rapidement, reconnaît sa voix, reconnaît son nom, reconnaît son lieu d'habitation et de naissance. Qui nous contacte. On va mettre un appel à témoins dans l'édition de samedi, dans l'édition papier de Paris-Normandie samedi, et puis on espère grandement la retrouver d'ici là. Quoi d'autre, Frédéric ? Quoi d'autre ? Plein de choses. Sur paris-normandie.fr, toujours sur site, les formats spéciaux pour le web. Eh bien, merci encore. Mais encore, en fait, je comptais plutôt vous parler de ce message de cette dame qui a appelé l'agence de Louviers. Encore c'est un peu léger. C'est un peu léger, mais c'est beau, ça met du baume au cœur. Et franchement, je peux vous dire qu'Audrey Clier était vachement ému. Très ému. Par contre, Frédéric, on a beaucoup parlé au début de la semaine des applaudissements. Est-ce que vous constatez que ça continue en ce moment à 20h ? Ça continue, ça perd pas son ampleur. Hier, je crois que les pompiers, ont fait une sorte de petite parade dans les rues de Rouen avec les sirènes. Et puis partout, les casseroles, les applaudissements dans toutes les villes de Normandie, qu'elles soient grandes ou plus petites. Je parlais d'ailleurs avec quelqu'un tout à l'heure qui habite un tout petit village près de Lillebonne. Et il est le seul à applaudir dans sa campagne le soir, mais il applaudit quand même. Je précise simplement que moi, dans ma rue à Petit-Quevilly, tous les soirs, les voisins sortent dans la rue pour applaudir. Certains ont mis des bougies à leurs fenêtres et du coup, ça crée même presque une vie de quartier où finalement les voisins se redécouvrent aussi, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour d'autres échos du web. Pour rebondir sur ce que dit Thomas, je rentre aussi, on n'habite pas très très loin comme tu le sais, et il y a pas mal de gens qui ont mis par contre des grandes affiches de soutien aux soignants. Donc voilà, s'il y en a des soignants qui nous écoutent en ce moment, en tout cas les quevillers sont derrière vous. Et puis on a, au moment où on se parle ici sur le plateau et avec vous, on a quelques messages qui nous viennent de votre part, qui nous disent coucou messieurs, pas trop fatigués, courage à vous. Non, on n'est pas fatigués, même si c'est quand même la fin de la semaine. C'est vrai
que... 1 heure de boulot par jour, comment ça va. Je dis 1 heure de boulot par jour, ouais, ça va. Il faut dire qu'il faut préparer un peu en amont quand même. Il faut quand même expliquer ça. Mais en tout cas, non, vous savez, c'est très stimulant d'être avec vous. Et puis justement, de vivre ce direct. Voilà, moi, pour la fatigue, je dis oui quand même. Pour la fatigue, oui. Anthony est toujours un petit peu... Mais c'est parce qu'Anthony, il dort pas beaucoup. Ok, eh bien écoutez, quelques images qui vont nous parler des pompiers. Puis on terminera juste après avec Catherine Kersual, maître Catherine Kersual, qui est avocate spécialisée en droit de la famille et du crédit. Voilà, ça peut beaucoup vous intéresser. Alors, ce ne sont pas, effectivement, c'est pas un sujet avec du son, du commentaire ou de l'illustration musicale. Ce sont des images off, qu'on appelle dans notre jargon. Voilà, ce sont les pompiers, donc, qui font retentir leur sirène. C'est ce qu'évoquait Frédéric Borghino il y a quelques secondes, effectivement. Tous les témoignages de soutien des pompiers qui eux aussi, hein, on a tendance à galvauder un peu cette expression en ce moment, mais qui eux aussi sont en première ligne. Ouais. Dans la lutte contre le coronavirus et dans la prise en charge des patients. On a quand même... Il faut dire aussi que la vie continue et qu'il y a des blessures qui se font en ce moment. Et j'ai Sylvain Richon qui me fait signe de continuer. Oui, parce qu'il y a encore des images. Beaucoup de gens. C'est vrai qu'on en plaisantait tout à l'heure, mais l'expression en première ligne, on l'entend beaucoup. Il y a beaucoup de gens, mais c'est vrai que quelque part, effectivement, il y a beaucoup de professions, malgré tout, malgré le confinement, qui sont aujourd'hui sur le terrain. Yvon Robert parlait des éboueurs, il y a les pompiers, il y a les caissières de supermarchés. Il y a un tata de monde en fait. Alors c'est vrai que cette expression du coup en première ligne, peut-être qu'on l'utilise un peu à outrance, mais quelque part c'est aussi la finalement réalité. Il y a plusieurs lignes. Donc il y a les maires, il y a un maximum de gens et du coup je pense qu'on va d'ailleurs on va y revenir certainement, y compris dans l'édition de demain, hein, toutes ces professions qui sont mobilisées. Je crois que lundi, on aura la directrice régionale de la Poste. Oui, il y a le sujet des facteurs aujourd'hui qui sont très inquiets, ce qui va être un sujet très intéressant aussi à suivre. Allez, on termine avec des questions-réponses. Ne vous privez pas si vous en avez. Avec maître Catherine Kersual qui est en ligne. Bonjour maître. Bonjour Sylvain Richon. Bonjour, on est heureux avec Thomas Dubois et Anthony Quindroit de vous avoir ici. Vous arrivez comme par magie, votre voix nous tombe du plafond. C'est le téléphone, Sylvain, c'est le téléphone, c'est pas de la magie, hein. Ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps qu'il existe comme ça le son. Ah oui. Bon, d'accord. On en parlera après l'émission. Voilà, maître Kersual, eh bien, vous êtes, je le reprécise, avocate spécialisée en droit de la famille et du crédit. Peut-être qu'on vous laisse la parole dans un premier temps, avant peut-être de vous questionner sur d'autres points, justement sur les questions qui sont les plus posées à un avocat qui est spécialisé dans ce domaine actuellement. Oui, alors actuellement, les questions autour de la famille tournent autour de est-ce que je dois respecter les droits d'accueil du week-end, qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances de Pâques, voilà, est-ce qu'on peut faire passer les enfants du domicile de l'un des parents à l'autre. Oui, voilà, là on parle de parents qui seraient séparés, divorcés. Justement, voilà. Cette question revient souvent. La réponse, quelle est-elle ? Alors la réponse, eh bien, elle est un petit peu ambiguë, hein. On a des préconisations qui figurent sur les attestations de sortie, qui sont des exceptions au régime du confinement. Et il est indiqué qu'une des exceptions, c'est la garde des enfants. En réalité, cette notion de garde n'est pas une notion juridique. Nous, dans le monde du droit, on parle de la résidence des enfants, des droits d'accueil de l'autre parent. Et comme nous sommes en période de mesures exceptionnelles, c'est l'interprétation stricte de la législation qui doit prévaloir. Donc si on est strict, la garde des enfants, c'est la garderie. C'est ce qui a été prévu pour les gens qui sont obligés de travailler, comme les soignants. Et pour les familles qui sont en garde alternée, comment ça se passe pour elles dans les faits, très concrètement? Je suis sur le premier volet. Si on est très strict, les enfants restent confinés, ils ne bougent plus de la maison. Donc on ne peut pas respecter la résidence alternée ni les droits d'accueil. Cela dit, il est clair qu'il y a eu des annonces au niveau du gouvernement qui laissent entendre qu'on peut considérer que pour les enfants en résidence alternée,
ou pour les enfants qui doivent aller chez l'autre parent pour le week-end ou les vacances, c'est un motif de sortie légitime, mais il y a des conditions qui ont été posées, à savoir que les deux domiciles ne soient pas trop éloignés, on a parlé de 100 km, que le passage de bras, comme on dit, soit extrêmement bref, et surtout que les mesures barrières soient bien respectées à l'aller comme au retour. Est-ce qu'on peut supposer qu'il y a aussi un délai minimum, par exemple, je pense aux 14 jours par exemple, qu'avant de retourner chez l'autre parent, et il y ait le respect d'une durée minimum d'une durée minimum entre de 14 jours par exemple, si on veut être vraiment sûr que... Pour raisons sanitaires. Voilà, pour des précautions sanitaires, oui. C'est très flou, non, il n'y a pas de précision. L'idée, c'est qu'au moment où les enfants passent d'un des parents à l'autre parent, ça prenne quelques minutes, quoi. C'était ça l'idée du délai très bref. Après, voilà, les enfants sont concernés par les mesures de confinement comme tout le monde. Donc on peut avoir une interprétation très dure, à savoir que pendant toute la durée du confinement, les enfants ne vont pas bouger et un des parents sera privé de les voir, ce qui suppose qu'on négocie, qu'on discute, que l'autre parent puisse avoir des échanges en vidéo ou par téléphone tous les jours, et qu'il y ait des mesures de compensation à l'issue de la période de confinement. Alors, Maître, une question qui nous vient du web. On nous demande, et pour les parents dont l'un des deux serait en zone cluster, c'est-à-dire ce qu'on appelle zone cluster, c'est une zone de très forte contamination, comme par exemple dans l'Est de la France. Qu'en est-il ? C'est le même régime sur tout le territoire. C'est exactement le même régime sur tout le territoire. Donc en zone de cluster, ce n'est pas plus dur ni plus souple qu'ailleurs. Donc il faut surtout être très souple, bien réfléchir, faire preuve de bon sens, prendre beaucoup de mesures de précaution et surtout bien remplir son attestation quand les enfants vont de l'un à l'autre. On est dans un cas exceptionnel. Vous disiez tout à l'heure qu'il pouvait y avoir un arrangement de trouver entre les parents pour éviter que l'enfant ou les enfants ne circulent. Mais si l'un des parents s'oppose à cet arrangement, est-ce qu'il est dans son droit, même si c'est pour des raisons sanitaires, même si c'est pour des raisons de sécurité ? Est-ce qu'il a des moyens de recours ? Il n'y a pas besoin de recours. Le parent qui refuse de faire circuler les enfants est dans son droit. Il obéit à la consigne de confinement. D'accord. Donc ça veut dire que le père ou la mère qui n'a pas les enfants au début du confinement pourrait ne pas les voir pendant 6 semaines, par exemple, ou plus. Tout à fait. Ou plus, si. Tout à fait. Et vous appelez à une évolution peut-être des textes. Est-ce que vous pensez qu'il faut justement éclaircir les règles aujourd'hui de manière très officielle ? Alors je crois qu'il y a une volonté de laisser une petite interprétation possible, à savoir que moi j'ai des clients, alors je fais beaucoup de droit de la famille, j'ai une partie de mes clients se sont mis d'accord pour respecter de manière absolue le confinement, c'est-à-dire que un des parents ne verra pas ses enfants pendant au moins 1 mois, mais avec des mesures de compensation et à l'issue de la mesure de confinement et des possibilités de discuter avec ses enfants régulièrement. D'autres parents ont décidé de respecter les droits d'accueil des week-ends, mais en prenant beaucoup de précautions. L'idée, c'est de faire appel quand même au bon sens, à l'intelligence de chacun. Voilà, le bon sens. Donc surtout, voilà, il faut rappeler que ce virus est extrêmement dangereux, qu'il faut vraiment être extrêmement prudent quant aux précautions à prendre. Si on sort, mettre des gants, des masques, du gel, sortir très brièvement et voilà. Maître Kersual, question d'un ou une internaute qui nous suit. Alors on sort un peu de votre spécialité qui est la famille et le crédit. On finira par le droit du crédit juste après. On nous pose la question suivante. Quelle est la responsabilité d'une entreprise et donc d'un employeur si l'un des salariés a contracté le virus dans le cadre de son travail malgré les précautions qui sont prises ? Alors, en matière de droit du travail, les responsabilités de l'employeur sont extrêmement lourde. Il est responsable de la santé physique et mentale de son personnel au travail. Par conséquent, a priori, il est responsable. S'il a
appliqué, et s'il peut prouver qu'il a appliqué les consignes de sécurité, les mesures barrières, mis du gel à disposition, etc., il pourra avoir une exonération de responsabilité, le virus étant un cas de force majeure. Mais attention, les consignes sont extrêmement claires, elles ont été énoncées il y a déjà plusieurs semaines. Donc les employeurs ont tout intérêt à faire particulièrement attention. Je précise d'ailleurs qu'il y a une petite erreur sur votre synthé d'écran, c'est qu'on a indiqué spécialisé en droit du travail. Ça n'est pas le cas, vous êtes spécialisé en droit de la famille et du crédit. Hein. Je fais ce petit rectificatif. Oui, effectivement. Voilà, on vous a donné un peu plus de spécialité que peut-être vous n'en avez. On peut pas être spécialisé en tout. Effectivement. Alors, peut-être on termine là-dessus. Catherine Kersual, avocat spécialiste en droit du crédit. Ça recouvre quoi d'abord, très rapidement, et puis par rapport aux problématiques du moment? Alors, je suis spécialiste en droit de la consommation, des problèmes bancaires et de crédit. En ce moment, c'est la question des délais, notamment des délais de paiement. Donc, si vous avez des échéances de crédit qui tombent pendant la période de confinement et que pour des raisons qui sont liées au confinement, c'est-à-dire vous n'avez plus de travail, plus de revenus, ou une diminution énorme de vos revenus et que vous ne pouvez pas faire face à votre échéance, cette échéance ne sera pas pénalisable en quelque sorte. C'est-à-dire que votre établissement bancaire ou de crédit ne pourra pas prononcer une déchéance de votre contrat de crédit parce que cette mensualité n'aura pas été payée. Par contre, elle devra être régularisée dans le mois ou les 2 mois qui suivront la fin de la période de confinement. Justement, une question qui nous a été posée sur un autre canal. Une jeune femme qui a terminé ses études depuis peu de temps et qui est encore en train de rembourser un crédit étudiant qu'elle avait contracté pour financer ses études. Elle a une mensualité, soyons très précis, de l'ordre d'un peu moins de 500 € par mois pour rembourser ce crédit étudiant. Elle a contacté sa banque pour justement bénéficier d'un étalement, d'un moratoire. Et la banque n'a absolument rien voulu savoir. Elle lui a répondu, écoutez, vous nous devez cette mensualité chaque mois et il n'est pas question que vous ne la payiez pas. Comment vous réagissez ? Bon, la banque a répondu un peu vite parce qu'il y a une ordonnance qui a été promulguée il y a 2 jours qui précise précisément que le prêteur ne peut pas prononcer la déchéance du terme pour non-paiement d'une mensualité pendant la période de confinement. Par conséquent, la personne, si elle ne paye pas, elle ne paye pas et la banque ne peut rien dire. Alors, je précise... Il n'y a même pas besoin de demander un délai. Ouais, je précise... Contre, je me permets de terminer. Si on pense que les difficultés vont perdurer au-delà de la période de confinement, il est toujours possible de demander au juge judiciaire de reporter les échéances. Et là, ça s'imposera à l'établissement bancaire. D'accord. Donc là, le conseil très concret que vous donnez à cette jeune personne, c'est qu'elle peut différer son paiement du fait qu'elle n'a plus de travail à cause du coronavirus. Eh bien, tout à fait. Et que la banque elle ne risque rien du côté de sa banque. Pardon ? Alors, la banque ne peut pas s'y opposer. Non, mais ce qui est quand même très curieux, parce que d'après ce que je sais qui nous a été dit, ça date de 48 heures. Mais les textes ont évolué justement dans les décrets. Monsieur Richon, donc on ne peut pas en vouloir à personne de ne pas avoir tiré les conséquences des textes dans les 30 secondes qui ont suivi sa promulgation. Parfait. Une dernière question, messieurs, où tout est clair ? Tout est clair. Tout est clair, merci. Et bien, comme avec les différents avocats, Maître Kersual, qui nous font le plaisir d'intervenir dans notre émission en direct Ligne Ouverte, on sera peut-être amené à vous ressolliciter courant de semaine prochaine, peut-être, et peut-être nous direz-vous oui. Mais je dirais sûrement oui, parce que dans cette période, il faut véritablement faire le maximum pour s'entraider. Merci beaucoup, Maître Kersual. Merci. Au revoir. Merci. Voilà, on arrive au terme de cette édition du vendredi, je cherche ma date, 27 mars 2020. On termine, messieurs, comme chaque jour, c'est traditionnel, avec la petite rubrique d'Audrey, confinée à Dieppe, qui nous présente ses aventures de manière toujours humoristique. Au revoir Anthony, au revoir Thomas. Au revoir Sylvain. Et puis au revoir à vous, on aura plaisir à vous retrouver dès lundi prochain. Alors ce nouvel horaire peut-être est un peu déstabilisant à partir de 11h30. Ah non, vous n'êtes pas là. Voilà, ça sera à 11h30. 11h30 à partir de lundi prochain. Voilà. Et le dernier mot est à Audrey, la confinée. Très bon week-end à vous, à toutes et à tous. Bon week-end.
de relaxation, méditation. On se détend, on s'installe confortablement. On inspire, on expire, on s'ancre dans le sol, dans la terre. Et balayage corporel. Le petit prince arracha aussi, virgule, arracha aussi, virgule, avec un peu de mélancolie, virgule, avec un peu de mélancolie. Bonjour, salut les filles, ça va? Oui, oh dis donc, il est beau ton petit bébé. T'as vu, regarde, il y a une fée là. Oh ouais, génial, je vais aller la voir. Allez, viens. Les enfants, puisque vous avez bien travaillé, on va prendre l'apéritif. L'apéritif, mais ils sont pas là les enfants, chérie. Mais je sais bien, mais ils rentrent demain. Ça fait 1 heure que je m'entraîne. C'est bon, je suis prête. Oh là 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 là.